Je voudrais terminer sur le petit quart d'heure qui reste pour dire comment on peut aller plus loin. Puisque vous avez la chance d'avoir un projet collectif partagé qui est un peu avancé, même si dans toutes les préconisations il en manque encore, je voudrais vous donner 3-4 pistes. Donc la première, c'est l'éducation partagée. Je vous redis, l'école de demain sera dans l'éducation partagée, dans la coéducation. Formelle, non formelle, informelle. Les enfants apprennent plus quand ils ne sont pas avec nous que quand ils sont avec nous. Et donc dans l'éducation partagée, il va falloir à un moment se questionner, et ça il me semble que c'est la question qui est mûre à Figeac, qui va aider l'enfant à piloter son propre changement? Qui pilote la cohérence? Une des capacités qui fait la différence entre les enfants qui réussissent et les enfants qui échouent, c'est comprendre des consignes. On sait très bien que 60% des échecs de mathématiques ne sont pas mathématiques. Ils ne comprennent pas l'énoncé. Ils peuvent le redire, bien sûr. S'ils ont fait 15 fois l'exercice, ils peuvent le refaire, mais ils n'ont pas compris. Donc, comprendre des consignes, aujourd'hui, c'est la deuxième capacité fondamentale. Tant que vous n'avez pas travaillé sur la compréhension des consignes, vous n'avez pas aidé la personne à être autonome. Or, si vous êtes dans un PEDT, vous faites du théâtre avec les enfants, vous leur donnez les consignes pour tenir le rôle. Est-ce que vous ne pourriez pas leur expliquer que tenir les consignes, tenir le rôle avec ces consignes, c'est la même formulation que comprendre des consignes en français, comprendre des consignes en maths, comprendre des consignes. C'est la même démarche intellectuelle. C'est ça qu'on appelle une capacité. Démarche permanente intellectuelle. Et ma question donc c'est, qui fait ce pilotage? L'enfant, mais l'enfant il ne peut pas. Il est dans l'activité. On avait espéré que ce soit l'éducation. Mais pour le moment, il ne faut pas trop lui demander, il n'y arrive pas. Il n'arrive déjà pas dans la classe. Donc je la laisse en l'air, mais en tout cas, dans la poursuite du temps partagé, il va rester cette question centrale, qui va aider l'enfant à construire des traces de son propre changement, pour qu'il puisse réinvestir dans la classe ce qu'il vient de comprendre quand il joue. Jouer, c'est apprendre. Rêver, c'est apprendre. Faire des maths, c'est apprendre. Faire du français, c'est apprendre. Ça, c'est la première, et c'est la clé. C'est la clé de l'autonomisation des enfants. C'est même plus que l'autonomisation, c'est l'émancipation. Rappelez-vous, apprends-moi à faire tout seul. Apprends-moi à me passer de toi. Donc ça, c'est la première. Et dans l'éducation partagée, je mettrai la coéducation. On n'a pas beaucoup de temps là, mais il faudrait qu'on parle des parents. Les premiers éducateurs sont les parents. Quand il arrive, il a déjà passé 3 ans, et dans tous les pays, il a passé 6 ans avec la famille. Donc, il s'est déjà construit des représentations. Il n'est pas vierge quand il arrive. Et ça vaudrait le coup, moi j'ai la chance d'accompagner 2-3 en Lorraine et puis dans le Nord, 2-3 équipes de parents. Alors ça s'appelle aide à la parentalité, mais j'aime pas la formulation parce qu'on dirait que c'est des malades. C'est l'accompagnement des parents, point barre. Et ça va même loin, puisque les parents peuvent venir aussi dans la classe avec leurs enfants, quand il s'agit de les aider. Mais par exemple, avec les parents, on fait un travail justement sur comment on apprend aux enfants à faire des devoirs sans faire des devoirs. Arrêtez de leur faire des exercices, c'est le boulot du prof. Par contre, faites-leur faire des activités de même niveau technique, cognitif, que ce qu'a demandé le prof. Par exemple, vous devriez être dans l'attention bienveillante. Demandez-leur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Mais ne rajoutez pas du contrôle. Je vous dis que l'excès de contrôle est destructif. C'est ce qu'on dit dans les entreprises. Si vous voulez tout contrôler, il faut casser la machine pour regarder ce qu'il y a dedans. C'est ça le contrôle destructif. Et bien, de temps en temps, on casse la machine. En tout cas, il y aurait une réflexion à mener, voire des expérimentations à mettre en place avec les parents. Comment on peut faire avec les parents pour que dans le rapport à l'école, les choses soient moins dramatisées. Le drame de notre école à nous, latine, judéo-chrétienne, c'est que dans notre école à nous, les enfants sont le projet des parents. Alors que dans les autres pays, les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, l'enfant est son projet à lui tout seul. Autrement dit, il ne porte pas le projet des parents. J'étais proviseur, moi je voyais les parents venir pleurer. Oui, mon fils il a 14 de moyenne en première S,
donc il ne pourra pas faire prépa, donc je le fais redoubler sa première S. Et puis quoi encore, vous ne voulez pas prendre le ministre tout de suite, comme ça on n'en parle plus, quoi. Or, quand on dit ça, les parents ne se rendent pas compte, ils chargent doublement l'enfant. Il est responsable de son projet, mais il est responsable du projet des parents. Et en plus, si les parents ont raté l'école, alors je ne vous raconte pas, si je peux vous raconter, vous le triplez. On appelle ça la triple peine. Et vous savez que ça peut aller très loin. L'enfant qui est en échec, dans le regard de ses camarades, dans son propre regard, vous savez très bien que tantôt il tombe dans l'addiction, tantôt il joue les bouffons, parce qu'il faut bien survivre, et puis parfois il se suicide. Tous les pays qui sont en tête des classements internationaux, le taux de suicide des adolescents est le plus élevé. Pour être premier comme la Corée dans le classement PISA, en Corée du Nord et en Corée du Sud, surtout au Japon, pour réussir votre scolarité, il faut aller à l'école publique le jour, parce que c'est obligatoire, et à l'école privée de la nuit. Donc il y a cette première chose-là. Est-ce que vous ne pourriez pas entre vous mettre d'accord sur qui va être? Il faut que l'enfant ait ce qu'on appelle nous un référent. Quelqu'un qui le questionne. Tu viens de faire 4 activités différentes, qu'est-ce que tu as compris? Non pas qu'est-ce que tu as fait. Tu peux me le raconter ce que tu as fait. Tu n'as pas fait ça simplement pour faire ça, tu as fait ça pour apprendre quelque chose. Dans les entreprises, aujourd'hui, on a mis en place des masters de référents formation, qui sont des gens qui questionnent des gens dans des formations différentes pour les amener à dire ça. Quand on a mis en place la Grenoble, par exemple, moi je recevais 2 heures tous les 15 jours, un ouvrier de Carrefour qui mettait en rayon, qui voulait devenir chef de rayon, un maçon qui voulait devenir chef de chantier, quelqu'un qui voulait changer de boulot, qui était dans une formation professionnelle, un médecin qui voulait devenir spécialiste ORL, on les recevait. Donc moi je ne connais absolument rien dans ces métiers, d'ailleurs il ne faut rien connaître, et je pose la même question. Ça fait 15 jours que vous faites en formation, finalement, qu'est-ce que vous avez appris? Et qu'est-ce que vous avez compris? Ah ben j'ai monté des murs, on s'en fout que tu aies monté des murs, moi je ne connais rien en maçonnerie, donc je ne veux pas contrôler la verticalité de ton mur, quoi. Donc on cherche ces fameuses capacités. J'ai appris à analyser une situation. J'ai appris à prendre du recul par rapport à des informations. J'ai appris à argumenter ma décision. Je ne vous le donne toujours pas au hasard. C'est des capacités universelles qui sont utilisées dans tous les pays. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Et puis vous avez une autre capacité qu'il ne faut pas lâcher, je vous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la maîtrise, c'est dans la maîtrise de la langue. Plus votre vocabulaire est riche, plus vos syntaxes est riche, plus votre choix est ouvert, et plus vous avez la possibilité de faire varier vos jugements. Si vous n'avez qu'un mot par situation, vous êtes coincé. Et si en plus la situation se dérobe, vous êtes vraiment coincé. Donc ça, c'est le premier point, coéducation. Il ne peut y avoir coéducation que si vous avez projet territorial. En tout cas, ça, c'est une autre découverte de l'UNESCO. Le projet de demain ne peut être que territorial. Un projet d'établissement tout seul n'a pas de sens. Il faudrait qu'il y ait un projet d'école connecté au projet de collège, connecté au projet de lycée, connecté à Bac+3. Ça s'appelle les projets verticaux. On y arrive. C'est dans la loi. Bac+3, Bac-3, les conseils, école, collège, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait des projets horizontaux. Entre le moment où il est à l'école, le moment où il est en activité périscolaire, le moment où il est ailleurs, il faut que de temps en temps, on ne va pas toujours courir après avec les grilles pour regarder, mais il faut que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui mette de la cohérence. Posez la question à vos enfants, vos petits-enfants, au bout de la semaine, en CM2, posez-lui la question, finalement, qu'est-ce que tu as compris? Finalement, qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Ne me raconte pas le contenu de tous les cours, c'est pas ça que je te demande. Évaluer, c'est chercher la plus-value, la valeur ajoutée. Donc on cherche ça, la transversalité. C'est la transversalité. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, mais vous êtes déjà en train de le faire, il faudra aller plus loin. Il faudrait pouvoir connecter au moins les projets école-collège, au moins. Et puis que vous puissiez suivre les enfants un peu plus loin que le primaire. La troisième chose, c'est qu'il faudrait rentrer un peu plus par le sens. Autrement dit, mais ça vous connaissez, travailler par projet. Le sens n'est pas dans l'action, le sens est dans le projet.
Pourquoi tu fais un peu de théâtre? Ben, d'abord pour m'éclater au théâtre, ça c'est pas rien. Mais en fait, je fais du théâtre pour apprendre à me positionner en face des autres. Je fais du théâtre pour apprendre à mieux parler. Je fais du théâtre pour pouvoir être intégré au groupe. C'est pour ça que les critères d'évaluation sont toujours dans le projet, alors que les indicateurs de l'action sont dans l'activité. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'évaluation si vous n'avez pas de projet. Si vous avez que des activités, vous avez que des indicateurs sous les yeux. D'accord? Mais en fait, il n'est pas venu avec vous pour devenir un spécialiste de la comédie française. Donc l'activité théâtre trouve son sens plus loin que l'activité. C'est exactement la question de l'école. Je ne viens pas à l'école pour rester à l'école. Ou alors je tourne mal et je deviens enseignant. Mais je viens à l'école pour me passer de l'école. Donc la vraie évaluation de l'école, ce n'est pas les résultats de bac. Qu'est-ce que vous en faites 2 ans après? C'est pour ça que sur la construction de sens, vous, je parle cette fois du côté des animateurs, vous qui avez la chance d'être dans des activités ludiques, des activités qui rentrent par le plaisir, qui rentrent par le désir, qui rentrent par toute la partie affective. C'est l'affectif la clé d'apprentissage. Hein. Rappelez-vous, je n'apprends que s'il y a du sens. Le sens est dans l'affectif, dans le désir. Hein. Je n'apprends que si je prends du plaisir, même si ce n'est pas toujours le cas. Vous qui avez cette chance-là, ça serait bien si vous trouviez des connexions avec les collègues de l'école. Finalement, là, il apprend, il fait le même type d'apprentissage, mais dans une discipline, et là, il n'apprend pas. Donc, il nous manque un maillon. Et puis, dernière chose pour tenir le temps, vous ne pouvez aider quelqu'un à maîtriser son changement que si vous l'aidez à construire des traces. On ne peut pas évaluer s'il n'y a pas de traces. On n'évalue pas à la tête du client. On n'évalue pas comme ça en disant tiens, ben, toi c'est bien, toi c'est moins bien. Ça, c'est pas d'évaluation. Évaluer, c'est comparer des traces successives et expliquer la qualité du changement. Donc je reboucle sur mes 3 petits indicateurs. Si chaque gamin avait une petite feuille sur une compétence pluridisciplinaire, une petite feuille sur une capacité qui a du sens pour lui, rappelez-vous, comprendre des consignes, sélectionner les informations, structurer sa pensée, justifier ses décisions. Et puis s'il avait une toute petite feuille sur, bah tiens, avec ça, peut-être que je pourrais faire autre chose, il me semble qu'on serait du côté de la qualité de l'éducation. C'est vrai qu'on avait dit au départ, c'est pas la rentrée majoritaire tout de suite, tant qu'on n'a pas changé les répertoires de compétences des enseignants. Donc la rentrée majoritaire, c'était projet, compétences, évaluation, contrôle, référentiel. Et on avait dit, on va se casser la figure. Et très franchement, on a eu peur pendant très longtemps en disant, ça va pas le faire, quoi. Et aujourd'hui, on aurait tendance à dire qu'on a bien fait. En fait, c'est une approche qu'on appelle systémique. Si vous voulez, les 25 propositions, essayez de définir, si vous voulez, l'école à 15 ans. Une loi, c'est à 15 ans. Hein. Une réforme, c'est demain matin, mais une refondation, il faut 15 à 17 ans pour y arriver. L'évaluation d'une refondation, c'est à 15-17 ans. Donc il fallait que les 25 soient en jeu. Mais le fait qu'il y ait eu cette obligation de rentrer par les rythmes, on avait pensé que ça allait casser la maison, aujourd'hui on dirait l'inverse, c'est une bonne opportunité. Et donc il faut y aller. Il faut y aller, parce qu'autrement on va toujours attendre le grand matin, le grand jour, le grand soir. Les enfants n'ont pas le temps d'attendre ni le grand jour ni le grand soir. Mais c'est vrai que ce n'était pas celle qu'on avait privilégiée. C'était pas la 25e, elle était à peu près en milieu de l'ordre de priorité. À condition de vraiment pas prendre ça comme une activité supplémentaire. Alors voilà, le malentendu, je vous rappelle, c'était favoriser la réussite et aider à mieux apprendre. L'entrée était pédagogique, elle est devenue fonctionnelle. Mais ça, je reconnais que ça avait échappé aux équipes. Hein. On avait, nous, pensé pédagogie. Et puis, on n'avait pas pensé tout de suite à ce qu'on appelle l'impact. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? En gros, à l'époque, c'était, avaient dit les maires, quand on les avait consultés, on verra, on suivra. Quoi. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Je vous rappelle que dans les valeurs d'éducation sont dans la loi, hein, qu'elles ne sont pas négociables. Hein. Laïcité, égalité, solidarité. Il n'y en a que 3. Donc la question, quand vous faites une action, c'est est-ce que oui ou non vous êtes cohérent avec au moins une des 3, pas les 3, il ne faut pas être fou. Mais vous avez raison, c'est la question d'évaluation. Quand vous regardez une activité, il faut la lire en tant que l'activité elle-même, c'est des indicateurs, mais regardez le degré de cohérence avec le projet et les valeurs du projet. Et c'est pour ça que pour le moment, je sais bien que la position n'est pas scientifique, mais pour moi elle est éthique, c'est-à-dire si on n'y arrive pas avec les adultes, on va le mettre en jeu avec les enfants. On n'a pas le temps d'attendre. Tant pis, ce sera un embryonnaire mal ficelé.
La vraie question, c'est finalement comment un enfant entre 3 et 20 ans se construit, dans quel territoire il circule. Il y a des régions qui ont répondu bassin de formation, d'autres c'est bassin de vie, d'autres c'est bassin d'emploi, etc. Je n'ai pas la bonne réponse. Quand je suis en Uruguay, on a les mêmes questions. Quand je suis dans d'autres pays, on retrouve toujours. On n'a pas trouvé le bon territoire, puisque c'est l'enfant qui construit son territoire. Par contre, on sait qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. Enfin, un accompagnement, au moins un tiers instruit, comme dirait Michel Serres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui questionne de façon faussement naïve. Explique-moi ce que tu as gagné. C'est pas explique-moi ce que tu as gagné, c'est explique-toi à toi ce que tu as gagné. Quelle est l'école idéale? Mais il n'y en a pas. Et les composites aujourd'hui. Par rapport à celle que vous avez vue là. Bah là où ça se passe le mieux, je dirais le moins mal, c'est d'un côté, par exemple, certains pays comme la Finlande ou les pays scandinaves, on va dire, qui. En Scandinavie, c'est très simple. En Finlande, ça fait 30 ans qu'ils ont supprimé le redoublement. Et tout l'argent du redoublement, depuis 30 ans, ils l'ont consacré à la formation à la pédagogie différenciée. Pour former un animateur ou un enseignant à la pédagogie différenciée, c'est 2 ans. En France, le redoublement en éducation nationale, c'est 2,2 milliards par an. Par an. Imaginez que depuis 20 ans, on l'ait supprimé et qu'on ait réinvesti cet argent-là, par exemple, dans les IUFM, par exemple, dans l'accompagnement des enseignants. Donc, un de ceux qui, pour le moment, fonctionne le moins mal, c'est la Finlande. Mais quand je vais travailler avec les Finlandais, je n'ai pas envie d'être Finlandais, quoi. C'est pas des comiques. Hein. Ils sont compétents, ils sont bons, mais bon, c'est des protestants rigoureux, c'est pas drôle, quoi. Mais aussi, quand je vais au Canada, dans certains États du Canada, vous avez ce qu'on appelle les commissions scolaires, ça sera un peu vos comités de pilotage, c'est les commissions scolaires qui font le contrôle. Il n'y a pas d'inspecteur. Or, le contrôle est 2 fois plus rigoureux que le nôtre. Et en plus 2 fois plus efficace. On voulait mettre dans la loi, pour tous les enseignants, mais ça on est utopiste, hein, les scientifiques, 3 jours par trimestre obligatoires de formation continue. Ça serait le minimum. Si vous les faites, on vous les valide. Si vous ne les faites pas, on vous les retire du salaire. C'est le système finlandais, c'est le système scandinave. 3 jours par trimestre. Bon, on se fait envoyer balader, quoi. Quand je suis passé devant le Parlement, on a dit qu'il faut supprimer les notes en primaire, on dit oui, bah d'accord, vous nous dites ça tous les 5 ans, c'est bien gentil. Je connais 22 pays dans le monde où les notes sont interdites, ils sont tous 3 longueurs d'avance sur nous. Hein. Je connais 5 pays dans le monde où il n'existe pas de programme. J'en connais 6 où il n'y a pas de classe. L'enseignement n'est pas organisé en classe, il est organisé en groupe de besoins, en groupe de compétences. Vous avez à Toulouse, à l'Université du Mirail, une équipe remarquable avec un professeur qui s'appelle Antibi, René Antibi. Vous connaissez? C'est celui qui a fait tout le travail sur la constante macabre. Tout le mouvement qu'il pilote et que j'ai commencé à piloter avec lui quand j'étais là, aujourd'hui il y a 8000 enseignants qui gardent les notes, mais qui donnent les moyens aux élèves d'avoir toujours une note positive, sans tricher sur la note. Ça s'appelle le mouvement de la constante macabre. La constante macabre, c'est la courbe de Gauss qui dit que à partir du moment où vous êtes dans la salle, il y a 1 tiers de bons, 1 tiers de moyens et 1 tiers de nuls. Elle est macabre parce qu'elle tue. Elle tue l'imagination et elle tue la créativité. Dans ce mouvement-là, on dit, puisque la note existe et qu'on ne peut pas l'enlever, on va la garder, mais cet élève-là, qui a 5 toute l'année en français ou en maths, on va l'aider jusqu'à ce qu'il fasse un vrai devoir de maths auquel il aura au moins 12 ou 15. Et on passe toute l'énergie de l'année sur cet élève pour qu'il arrive à faire un vrai devoir avec un vrai contrôle, avec une vraie note. 90% des élèves avec lesquels on fait ce travail finissent par devenir des élèves, on va dire, normaux, sinon bons. Pour la raison que je vous ai citée, je n'apprends que si j'ai une représentation réussie de mon apprentissage. Tant que je n'ai pas vu de moi une copie avec une vraie bonne note, lui dire ton boulot vaut rien mais je te mets 15 parce que je t'aime bien, c'est tricher. Il ne faut jamais tricher avec le contrôle, c'est la norme. Donc on lui apprend à en faire un de même niveau de complexité avec une vraie note. Ça s'appelle le mouvement de la constante macabre. Aujourd'hui, il y a 8000 profs qui travaillent comme ça. Allez sur le site, en René Antibi, il enseigne à la fac de Toulouse. Et aujourd'hui, il tourne un peu partout. Pour aller dans le même sens que l'ICEM. En fait, il y a plein de mouvements comme ça. L'école française, le groupement français pour l'école nouvelle. Vous avez un site qui s'appelle la FESPI, Fédération des établissements publics innovants. Vous avez à peu près 300 établissements qui font autrement. Le lycée de Saint-Nazaire, par exemple, qui est un lycée autogéré, qui était piloté par le frère de Daniel Cohen-Bendit. Tu as des problèmes? Oui, mais on a tous des problèmes. Quand on est éducateur, on a tous des problèmes. Hein. Non, mais éduquer, c'est gérer ses problèmes avant de gérer ceux des autres. Le lycée autogéré.
Oui, il en a, mais il n'y a pas que lui. Du coup, il y en a 15 lycées autogérés. Vous avez à Grenoble ce qui s'appelle le lycée élitaire pour tous, qui fonctionne dans une HLM, qui ne prend que des élèves qui ont raté le bac depuis 2 ans, qui ont des profs du public, payés comme des profs du public, c'est-à-dire mal, et qui font réussir en 2 ans tous les élèves qui sont en perdition au bac. Simplement, ils ne sont pas dans le lycée, puisque les élèves ont gardé du lycée une image traumatisante. Avec les mêmes programmes. Vous avez comme ça, en fait, c'est pour ça que sur le fond, moi je reste optimiste, je trouve que c'est trop long. Et là, les enseignants qui esquintent les gamins, j'en connais pas tant que ça. Mais des gamins esquintés, malheureusement, oui. Bon, puisqu'on est dans la formation permanente et dans la coéducation, moi je vous propose qu'on fasse une formation commune, enseignant-animateur. Ça pourrait bien démarrer la suite de la réforme. Moi je me retourne vers la mairie, là, qui pourrait piloter un petit peu ça. Et vers Alain, qui pourrait continuer à nous accompagner, par exemple. Ça dépend si vous assistez. Oui, parce que ça, c'est évidemment, c'est pas de la théorie. Hein. La théorie, c'est des modèles construits qui sont censés expliquer le réel. Ça, c'est de la théorie à l'envers, c'est ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand vous puisez à droite, à gauche, et plutôt à gauche quand on peut, mais enfin, quand vous puisez où vous êtes, vous voyez bien qu'il y a des choses qu'on appelle les invariants, c'est-à-dire, ça fonctionne provisoirement, c'est pas satisfaisant, jamais le modèle idéal, j'en connais pas. Mais c'est vrai que c'était Darcos, vous savez, Darcos, si vous voulez prendre l'école finlandaise au lycée, ben, on ne va pas mettre des lycées luthériens en France, quoi. Et on ne va pas les piquer aux Suisses non plus la qualité, parce qu'ils ont des très bonnes écoles en Suisse. On ne peut pas piquer à Montessori ses outils, ils coûtent trop cher. Par contre, c'est pas normal qu'on n'ait pas réussi à diffuser Freinet. Il y a d'autres modèles qui marchent très bien qu'on a tendance à piquer. Aussi, ben ça j'en connais plus. Hein. Quand je vais dans les pays, en Arabie Saoudite, dans les pays asiatiques. Oui. Mais même dans ces modèles-là, on peut prendre des contre-modèles. C'est vrai que s'il y avait une équipe, s'il y avait plusieurs personnes qui voulaient travailler, non, pour construire de la compétence, il faut produire, il faut faire ensemble. Donc après avoir posé quelques petits scintillements comme ça théoriques, maintenant il faut en construire. Par exemple, la question du pilotage partagé des compétences scolaires et non scolaires, moi ça m'intéresse. Ce sur quoi je travaille avec mes équipes, c'est l'évaluation des représentations. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête avant qu'ils arrivent pour qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose. Ça m'intéresse. Si vous aviez l'intention de faire quelque chose, oui, on peut faire un travail commun. Toujours est-il que nous faisons revenir Alain depuis octobre. On peut ouvrir ce travail aux enseignants, hein. Il n'y a aucun souci, c'est notre souhait. Voilà, ça reste à construire. Merci de votre attention. Alain, mot de la fin. Dernier, voilà, mot de la fin, ben pour moi c'est simple. C'est vrai qu'apprendre c'est souffrir un peu. Changer c'est souffrir. Hein. Quand on sait faire et qu'on nous dit qu'il faut faire autrement, ben, évidemment on est en déséquilibre. Hein. Avant je savais faire, et maintenant je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, pourtant il faut que je fasse, donc vous êtes dans le vide. Vous avez un élève en difficulté, c'est un élève qui ne veut pas être dans le vide. Il est sûr de ce qu'il sait faire, mais il n'a pas envie de changer parce qu'il n'est pas sûr. Et en plus, si celui ou celle qui est en face n'essaye pas de séduire, vous savez qu'enseigner c'est d'abord séduire, évidemment ça se passe mal. Eh bien, Mérieux, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on fait souvent des conférences à deux, Philippe Mérieux, qui était l'ancien directeur de l'INRP, le dernier bouquin qui vient de sortir, alors Mérieux, l'embêtant, c'est qu'il sort toujours des bouquins. Je me demande d'ailleurs quand il attend de faire de la politique, hein, parce que chez moi, en Rhône-Alpes, c'est le vice-président de la région Rhône-Alpes. Il s'appelle quand même Le plaisir d'apprendre. Ben, je vous le conseille, parce que c'est pas du Mérieux, c'est tous des recueils d'autres. Et si apprendre n'est pas un plaisir, il faut aller faire autre chose. Merci. Mais on ne sait pas si les Français ont gagné. Ah